en 1887. Pierre Doty était officier de marine, écrivain et membre de l'Académie française. Et il a écrit Madame Chrysanthème, qui se déroule en majeure partie au Japon et qui est un signe avant-coureur du célèbre opéra de Puccini, Madame Butterfly. Voilà, donc nous voici donc au début de ce récit où notre officier de marine nous amène à bord de son navire pour découvrir le Japon. Il faut aussi savoir que le chrysanthème est pour les Japonais une fleur sacrée qui est source de rire et de joie. Au petit jour naissant, nous aperçûmes le Japon. Juste à l'heure prévue, il apparut encore lointain, en un point précis de cette mer qui, pendant tant de jours, avait été l'étendue vide. Ce ne fut d'abord qu'une série de petits sommets roses. Mais derrière, tout le long de l'horizon, on vit bientôt comme une lourdeur en l'air, comme un voile pesant sur les eaux. C'était cela, le vrai Japon. Et peu à peu, dans cette sorte de grande nuée confuse, se découpèrent des silhouettes tout à fait opaques, qui étaient les montagnes de Nagasaki. Nous avions vent debout, une brise fraîche qui augmentait toujours, comme si ce pays eût soufflé de toutes ses forces contre nous pour nous éloigner de lui. La mer, les cordages, le navire étaient agités et bruissants. Vers 3 heures de l'après-midi, toutes ces choses lointaines s'étaient rapprochées jusqu'à nous surplomber de leur masse rocheuse ou de leur fouillis de verdure. Et nous entrions maintenant entre 2 rangées de très hautes montagnes qui se succédaient avec une bizarrerie symétrique, comme des portants d'un décor tout en profondeur, extrêmement beau, mais pas assez naturel. On eût dit que ce Japon s'ouvrait devant nous en une déchirure enchantée pour nous laisser pénétrer dans son cœur même. Au bout de cette baie longue et étrange, il devait y avoir Nagasaki, qu'on ne voyait pas encore. Tout était admirablement vert. La grande brise du large, brusquement tombée, avait fait place au calme. L'air, devenu très chaud, se remplissait de parfums de fleurs, et dans cette vallée marine, il se faisait une étonnante musique de cigales qui se répondait d'une rive à l'autre. Toutes ces montagnes résonnaient de leurs bruissements innombrables. Tout ce pays rendait comme une incessante vibration de cristal. Nous frôlions au passage des peuplades de grandes jonques qui glissaient tout doucement, poussées par des brises imperceptibles sur l'eau à peine froissée. On ne les entendait pas marcher. Leurs voiles blanches, tendues sur des vergues horizontales, retombaient mollement, drapées à 1000 plis comme des stores. Leurs poupes compliquées se relevaient en château, comme celles des nefs du Moyen-Âge. Au milieu du vert intense de ces murailles de montagne, elles avaient une blancheur neigeuse. Quel pays de verdure et d'ombre ce Japon! Et quelle idée inattendue! Dehors, en pleine mer, il devait encore faire grand jour, mais ici, on avait déjà une impression de soir. Au-dessous des sommets très éclairés, toutes les parties plus touffues avoisinant les eaux étaient dans une pénombre de crépuscule. Ces jonques qui passaient, si blanches sur le fond sombre des feuillages, étaient manœuvrées sans bruit par de petits hommes jaunes, tout nus, avec de longs cheveux peignés en bandeaux de femmes. À mesure qu'on s'enfonçait, les senteurs devenaient plus pénétrantes et le tintement monotone des cigales s'enflait comme un crescendo d'orchestre. Toute cette nature exubérante et fraîche portait en elle-même une étrangeté japonaise. Des arbres s'arrangeaient en bouquets, avec la même grâce précieuse que sur les plateaux de lac.
De grands rochers surgissaient, tout debout, dans des poses exagérées, à côté de mamelons aux formes douces, couverts de pelouse tendre. Et en regardant bien, on percevait, çà et là, au-dessus d'un abîme, quelques vieilles petites pagodes mystérieuses, à demi cachées dans le fouillis des arbres suspendus. Ceux-là, surtout, jetaient dès l'abord, aux nouveaux arrivants comme nous, la note lointaine, et donnaient le sentiment que dans cette contrée, des esprits, les dieux des bois, les symboles antiques chargés de veiller sur les campagnes, étaient inconnus et incompréhensibles. Quand Nagasaki parut, ce fut une déception pour nos yeux. Au pied des vertes montagnes surplombantes, c'était une ville tout à fait quelconque. Nous fîmes vers 6 heures un mouillage très bruyant, au milieu d'un tas de navires qui étaient là, et tout aussitôt nous fûmes envahis par un Japon mercantile, empressé, comique, qui nous arrivait à pleine barque, à pleine jonque, comme une marée montante. Des bons hommes et des bonnes femmes entrant en longue file ininterrompue, sans cri, sans contestation, chacun avec une révérence si souriante qu'on n'osait pas se fâcher, et qu'à la fin, par réflexe, on souriait soi-même, on saluait aussi. Sur leur dos, ils apportaient tous des petits paniers, des petites caisses, des récipients de toutes les formes, inventés de la manière la plus ingénieuse pour s'emboîter, pour se contenir les uns les autres, et puis se multiplier ensuite jusqu'à l'encombrement, jusqu'à l'infini. Il y en sortait des choses inattendues, des paravents, des souliers, du savon, des lanternes, des boutons de manchette, des cigales en vie chantant dans des petites cages, de la bijouterie et des souris blanches apprivoisées, des soupes et des ragoûts dans des écuelles tout chauds, tout prêts à être servis par portions à l'équipage, et des porcelaines, des légions de potiches, de théières, de tasses, de pots et d'assiettes. En un tour de main, tout cela fut déballé, étalé par terre avec une adresse prodigieuse, avec un certain art d'arrangement. Chaque vendeur accroupi à la singe, les mains touchant les pieds derrière son bibelot, et toujours souriant, cassé en deux par les plus gracieuses révérences. Et le pont du navire, sous ses amas de choses multicolores, ressemblant tout à coup à un immense bazar. Et les matelots, très amusés, très en gaieté, prenant le menton des marchandes, achetant de tout, semant à plaisir leurs piastres blanches. À la nuit tombante, le pont de notre Vadir se vida comme par enchantement. Ayant en un tour de main refermé leurs boîtes, replié leurs paravents à coulisses, leurs éventails à ressort, ayant fait à chacun de nous la révérence très humble, les petits bonshommes et les petites bonnes femmes s'en allèrent. Et à mesure que la nuit descendait, confondant les choses dans de l'obscurité bleuâtre, ce Japon où nous étions redevenait peu à peu un pays d'enchantements et de féeries. Les grandes montagnes, toutes noires à présent, se dédoublaient par la base dans l'eau immobile qui nous portait, se reflétaient avec leurs découpures renversées, donnant l'illusion de précipices effroyables au-dessus desquels nous aurions été suspendus. Et les étoiles, renversées aussi, faisaient dans le fond du gouffre imaginaire comme un semis de petites taches de phosphore. Puis, tout ce Nagasaki s'illuminait à profusion, se couvrait de lanternes à l'infini. Le moindre faubourg s'éclairait, le moindre village, la plus infime cabane qui était juchée là-haut dans les arbres et que dans le jour on n'avait même pas vue, jetait sa petite lueur de vert luisant. Bientôt, il y en eut des lumières, il y en eut partout, de tous les côtés de la baie, du haut en bas des montagnes, des myriades de feux brillaient dans le noir, donnant l'impression d'une capitale immense, étagée autour de nous en un vertigineux amphithéâtre. Et en dessous, tant l'eau était tranquille, une autre ville, aussi illuminée, descendait au fond de l'abîme. La nuit était tiède, pure, délicieuse, l'air rempli d'une odeur de fleurs que les montagnes nous envoyaient. Des sons de guitare venant des maisons de thé
ou des mauvais lieux nocturnes semblaient dans l'éloignement être des bruits éternels de la vie. Et ce chant des cigales qui est au Japon un des bruits éternels de la vie, auquel nous ne devions plus prendre garde quelques jours plus tard, tant il est ici le fond même de tous les bruits terrestres. On l'entendait sonore, incessant, doucement monotone, comme la chute d'une cascade de cristal.